Bon, je vous propose qu'on démarre. Alors, tout savoir sur le Synodès, nous recevons des questionnements assez régulièrement sur qu'est-ce que c'est qu'un syndicat d'employeurs, qu'est-ce qui vous caractérise, quelles sont vos offres de services, comment pouvons-nous adhérer. Alors, on s'est dit que ça pouvait être intéressant avec toute l'équipe qui œuvre au quotidien auprès des adhérents du Synodès d'organiser ce webinaire et pour répondre à vos attentes, à vos questionnements. Alors, avant de nous lancer, un petit point logistique. Nous avons coupé vos caméras, vos micros. Le webinaire sera diffusé en replay. Vous aurez la présentation. Et ce qu'on vous propose, c'est d'intervenir sur 40-45 minutes et puis de nous garder 15-20 minutes pour répondre à vos questions. Donc surtout, n'hésitez pas à intervenir dans le chat, à poser vos questions, faire vos remarques. Voilà, vraiment n'hésitez pas, c'est un temps qui vous est dédié, on est là pour ça. Alors, je vais laisser l'équipe se présenter et puis on va se lancer pour cette présentation. Je laisse Virginie se présenter. D'accord. Bonjour à tous et bienvenue. Donc, je suis Virginie Manosa, responsable du service relations aux adhérents. Voilà. Je laisse la parole à Claire. Bonjour, alors Claire Richier, je suis juriste référente du Synodès depuis septembre 2018 à peu près. Et moi, je suis Élodie Salin, secrétaire générale du Synodès depuis presque 18 mois, avec un parcours exclusif dans la formation professionnelle. Alors, déjà, le Synodès, c'est le syndicat national des organismes de formation. Ce qu'on vous propose avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est de poser quelques repères. C'est pas toujours évident de se repérer dans notre monde et de savoir ce que c'est que le rôle d'un syndicat précisément. Après, nous passerons à la présentation de l'équipe au-delà là, de nous trois, hein, parce qu'il y a aussi des équipes sur les territoires notamment. On vous présentera aussi l'offre de service et puis enfin les modalités pour adhérer au Synodès. Alors tout d'abord, quelques repères. Alors, je crois que ce qui est important à retenir, c'est que le secteur de la formation, c'est un secteur qui est très hétérogène, qui est compliqué d'ailleurs, et c'est très difficile de l'appréhender dans sa globalité, puisqu'il comprend différents secteurs d'activité, différentes activités elles-mêmes portées par les organismes de formation, puisqu'il peut y avoir des organismes de formation qui proposent des formations plutôt parcours professionnalisation, parcours métier, des organismes qui vont proposer des offres courtes de spécialisation, par exemple, des organismes qui vont proposer de l'alternance et de l'apprentissage en particulier. Donc voilà, on est dans un réseau très hétérogène avec quand même une caractéristique majeure, c'est qu'on a un réseau avec des entreprises de très petite taille, puisqu'on a 60% de très petites entreprises, donc des moins de 10, en tout cas quand on parle du secteur de la formation. Je vais laisser Claire vous présenter les caractéristiques de la branche. Donc la branche des organismes de formation, elle fait partie du secteur de la formation, mais elle ne couvre pas l'entièreté du secteur. Donc elle représente à peu près 9000 entreprises. Ce sont des entreprises de formation qui appliquent en fait la convention collective des organismes de formation qui ont pour activité principale la formation professionnelle et qui appliquent cette convention collective parce qu'il existe des organismes de formation qui peuvent appliquer d'autres conventions collectives. Par exemple, parce qu'ils appliquent la convention collective de l'activité principale dans laquelle ils exercent. Par exemple, dans le cadre du bâtiment, où on a des organismes de formation aussi qui appliquent la convention collective Syntec. Donc là, nous, le syndicat des organismes de formation, nous, on couvre le champ des entreprises qui appliquent la convention collective des organismes de formation. Donc à peu près les 2/3 du secteur de la formation qui a présenté Élodie. Alors, comment est né le Synodès? Finalement, nous sommes un jeune syndicat qui a été fondé par un groupe de militants de l'économie sociale et solidaire, donc parmi lesquels notre président actuel, Michel Clésio.
En fait, c'est un groupe qui était issu des UROF, les Unions régionales des organismes de formation, et qui s'est dit il nous faut acquérir plus de légitimité politique, notamment auprès des pouvoirs publics, auprès de l'État, mais aussi auprès des régions. Et donc pour ça, pour avoir plus de poids, de légitimité, il faut absolument qu'on se constitue en syndicat employeur. Donc ça, c'était en 2017, et dans la continuité logique du poids, de l'acquisition du poids et de la représentativité, le Synofdes a déposé auprès de la DGT en 2016 un dossier pour accéder à la représentativité et rentrer à la table des négociations de la branche. Et donc en 2017, il a acquis la représentativité aux alentours de 18%, donc aux côtés de l'autre organisation professionnelle d'employeurs qui est aujourd'hui les acteurs de la compétence. Donc, on est entré à la table de des négociations en 2017. Et puis, on a, à partir de là, on s'est associé à un syndicat partenaire, notamment Exopé, qui a mis à disposition des moyens et notamment un accompagnement au niveau du dialogue social. Qui a également accompagné le syndicat sur la création des délégations régionales en 2019. Et puis, au sein des négociations, le Synofdes s'est peu à peu installé, a fait reconnaître sa légitimité et a porté la négociation d'accords qui étaient très structurants pour la branche des organismes de formation. Et là, un des derniers accords qui ont été signés en date, c'est un accord formation professionnelle qui a été signé en décembre 2020. C'est le premier accord formation professionnelle de la branche des organismes de formation qui a été conclu en 2020. Et en 2021, la mesure de la représentativité patronale a été remise sur la table et on a pu constater un très fort progrès du Synofdes puisque notre représentativité a bondi de 8 points, ce qui veut dire qu'on a gagné des adhérents et on a gagné effectivement encore plus de légitimité pour parler autour de la table de négociation de la branche. Alors, qui sommes-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, on a parmi nos adhérents des organismes de formation, mais aussi des CFA, des têtes de réseau. On accueille aussi des formateurs individuels, des centres de bilan. On a plus de 366 adhérents. Claire vient de le dire, hein, c'est vrai qu'on a une croissance plutôt exponentielle, ce qui couvre environ 15 000 salariés et plus de 2500 établissements. On est un réseau, donc à l'image du secteur, hein, ce que je disais tout à l'heure, très hétérogène. Au départ, je le disais, hein, c'était un noyau avec beaucoup d'organismes de formation issus des UROF, Union régionale des organismes de formation. Aujourd'hui, on a une diversité des organismes avec des champs d'intervention, là aussi, très différents. Hein. On a des organismes de formation de la commande publique. La commande publique, c'est tous les achats de formation publics, hein, région, Pôle emploi, État, mais aussi des organismes de formation qui interviennent pour le compte des OPCO ou directement des entreprises hein, pour l'accompagnement, la professionnalisation des salariés, ou enfin qui relèvent ou qui assurent des formations en alternance. Donc voilà, on est un réseau assez hétérogène, mais qui est animé, je dirais, par un socle commun, un socle de valeurs communes surtout. Alors, qu'est-ce qui nous caractérise? Ça, c'est une question qui nous est très régulièrement posée. Qu'est-ce qui vous différencie? Qu'est-ce qui vous caractérise? Pourquoi adhérer au Synofdes? Alors, je dirais que je crois que ce qui nous motive, ce qui nous anime, c'est qu'on a une certaine conception, une certaine vision de la formation professionnelle, la formation permanente. Pour nous, la formation, c'est pas un bien comme un autre. On réfute hein, la vision utilitariste de la formation et on considère que la formation, c'est d'abord un service d'intérêt général. Donc ça, c'est essentiel. Pour nous, c'est le fil rouge de ce qu'on porte auprès des pouvoirs publics notamment. Alors, en traduction, je dirais que ça passe par à la fois, on considère du coup qu'on peut
concilier et réconcilier la demande sociale et la demande économique. La formation n'a pas pour seul objectif de répondre aux besoins économiques du territoire, mais elle y contribue. Mais elle doit, ce faisant, répondre également à l'attente et des individus en leur permettant une évolution, une autonomie tout au long de leur vie professionnelle. On pense également que la formation a pour objectif pour créer un réel accès à la formation, on doit mettre en place les moyens. En gros, l'autonomie, ça ne se décrète pas. Il est important d'outiller les individus dans l'aide au choix, hein, en les accompagnant tout au long de leur parcours, tout au long de leur vie professionnelle, en mettant à disposition des outils et des clés. Enfin, très souvent, auprès des pouvoirs publics, on appelle à plus de régulation. C'est-à-dire que pour nous, c'est très important d'avoir une équité d'accès à la formation, à la fois sur l'ensemble du territoire, mais aussi, surtout, pour l'ensemble des individus, des publics, quel que soit leur statut, salariés, demandeurs d'emploi ou jeunes, mais aussi quel que soit leur niveau de qualification. Et par exemple, pour illustrer ce point, nous avons plutôt salué positivement le lancement des programmes d'investissement dans les compétences qui visaient les publics les plus en difficulté et qui permettaient de pallier à ce qui nous semblait une insuffisance des régions, donc de pallier le manque d'accompagnement de ces publics en particulier. Voilà pour ce qui est de nos valeurs. Alors, les missions d'un syndicat, il y a trois grandes missions. La première, c'est de représenter et défendre les intérêts d'une profession, les intérêts de ses adhérents, en portant une image de la formation, hein, telle que je l'ai évoquée. Et ça passe par du lobbying institutionnel, donc auprès de tous les acheteurs et décideurs du monde de la formation. Je les ai cités préalablement, hein, État, région, mais aussi Pôle emploi, OFII. Donc on a des rendez-vous très réguliers avec ces acteurs-là. On participe aussi à l'ensemble des groupes de travail nationaux qui convient le secteur de la formation et en général les représentants employeurs, hein, de la branche. Donc on est par exemple, on participe au groupe de travail sur l'alternance qui est piloté par l'État une fois par mois. On participe aux travaux du Haut Commissariat aux compétences. On est au comité de pilotage. On a contribué à la rédaction de certaines orientations. On a produit aussi des plaidoyers qu'on a diffusés à la fois sur nos sites, mais aussi auprès de ces institutionnels, hein, des plaidoyers sur la transformation digitale de l'offre de formation, par exemple. On est intervenu récemment sur le CPF, hein, pour plaider pour une réorientation de certaines dispositions. On a et puis surtout, et ça on va y revenir et Claire le précisera, bien sûr, on est organisation patronale, donc on intervient à ce titre dans les négociations paritaires. Anticiper et transformer, on est dans un monde très très impacté par différentes mutations technologiques, réglementaires, économiques. Donc pour nous, c'est très important et c'est un rôle fondamental pour un syndicat d'outiller ses adhérents et au-delà, en apportant des éléments de réflexion, de la prise de recul, mais aussi de favoriser l'échange de pratiques entre pairs, parce qu'il se passe des choses dans ce réseau, il se passe beaucoup de choses qui ne sont pas toujours assez valorisées. Donc pour nous, ça fait partie aussi de notre rôle, hein, d'aller recueillir auprès de vous des éléments pour argumenter et puis tenter de faire évoluer des choses, en tout cas porter vos problématiques. Nous organisons aussi des événements régionaux, des cycles de webinaires, on y reviendra. Enfin, le troisième pilier, c'est accompagner et soutenir. Et là, il s'agit d'apporter de l'expertise à nos adhérents, de l'expertise métier et puis de l'expertise juridique. Là aussi, nous allons y revenir en détail. Donc voilà les trois piliers, représenter, défendre, anticiper, transformer, accompagner et soutenir.
Alors pour ça, il y a des équipes à vos services. Alors il y a l'équipe qui est là présente, qui s'est présentée, mais il y a aussi et surtout des délégués régionaux qui sont des directeurs hein, d'entreprises de formation, mais qui sont là aussi pour vous représenter sur les territoires. Hein. On est dans un secteur qui s'est décentralisé très fortement. Et donc, ces délégués sont là pour vous apporter plutôt l'expertise métier. Et puis pour organiser des rencontres régionales, pour recueillir vos problématiques, organiser, le cas échéant, des groupes de travail hein, sur telle ou telle difficulté, sujet qui vous paraît prégnant. Alors, quant à l'équipe nationale, alors Claire et moi nous sommes présentés. Il y a aussi David Cluzot qui est président de la commission sociale. Et enfin, Erwan qui est chargé de la communication et de tout ce qui est événementiel. Et puis, vous avez ici Virginie qui s'est présentée tout à l'heure, qui fait partie justement de l'équipe Exopé, qui est notre partenaire sur tout ce qui est appui juridique et services relations adhérents. Alors, je vais laisser Claire vous expliquer ce qu'est le dialogue social. Alors, le dialogue social, ce que je vous disais tout à l'heure, effectivement, dans la branche des organismes de formation, le Synofdes est devenu représentatif en 2017 et a accru sa représentativité là en 2021. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une branche professionnelle? Une branche professionnelle, c'est défini un petit peu par le Code du travail, en tout cas quant à ses missions. Ses missions, c'est de définir les conditions d'emploi et de travail des salariés, ainsi que les garanties qui leur sont applicables. Et puis, c'est aussi de réguler la concurrence entre les entreprises de la branche. Donc, pour exercer ces missions-là, elles sont exercées paritairement, donc par des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et par des représentants des organisations syndicales de salariés. Donc actuellement, autour de la table de négociation, on a 3 organisations professionnelles d'employeurs, donc les acteurs de la compétence, qui sont l'organisation historique, le Synofdes, qui est donc rentré autour de la table de négociation en 2017 et qui a accru son poids en 2021, et puis le SICFI, qui est rentré très très récemment, donc en 2021, dans la représentativité avec une assez faible représentativité parce qu'il a plutôt des formateurs indépendants dans ses rangs. Donc ça, c'est côté organisation patronale. Et côté organisation syndicale, on a les 5 grandes confédérations, j'ai envie de dire classiques, donc CFDT, CGT, CFTC, FO, CGC, et l'UNSA qui est récemment rentré autour de la table des négociations en 2021. Donc tout ce petit monde, j'ai envie de dire, se retrouve autour de la table des négociations. Il y a une commission principale, une commission qu'on appelle fêtière dans le langage, dans notre jargon à nous, c'est la CPPNI. Donc elle, sa mission en fait, c'est de représenter la branche, de veiller sur les conditions de travail et d'emploi. Et en fait, c'est l'instance de négociation entre les partenaires sociaux. C'est là que sont discutés tous les textes qui seront ensuite applicables à l'ensemble des entreprises de la branche des organismes de formation. Donc le texte sur la formation professionnelle dont je vous parlais tout à l'heure. On a négocié un texte sur l'égalité professionnelle également en 2020, sur l'épargne salariale, évidemment tout ce qui concerne les minima, etc. Donc tous ces textes-là, qui sont des textes qui ont vocation ensuite à s'appliquer au sein de tous les organismes de formation, sont négociés dans ces instances. Donc il y a l'instance fêtière, la CPPNI, Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, et puis ensuite on a des instances thématiques finalement nationales. Cette CPPNI, elle se décline. Et donc, on a une commission qui est dédiée à la santé et la prévoyance, donc pour la mise en place d'un régime mutualisé santé et prévoyance au sein de la branche. Il y a la CPNEF, donc qui s'occupe de toutes les questions emploi et formation. Également, la commission de veille contre les discriminations, qui, elle, traite de tous les sujets qui sont relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, au handicap, à l'emploi des seniors, etc. Donc, dans ces commissions-là,
sont négociés des textes qui ont vocation ensuite à s'appliquer à l'ensemble des structures de la branche. Donc, on a deux temps en réalité. C'est peut-être un petit peu technique, mais simplement, quand on est adhérent à une organisation professionnelle, on applique de fait les textes qui sont négociés par l'organisation professionnelle globalement au moment où ces textes sont signés, et ensuite ces textes sont étendus par le ministère du Travail pour les rendre applicables à l'ensemble de la profession, enfin en tout cas des entreprises de la branche professionnelle. Voilà pour l'organisation du dialogue social. J'espère avoir été claire. Alors, le dialogue social, trop souvent, hein, ça paraît loin quand on est une entreprise, peut-être encore plus quand on est, entre guillemets, une petite entreprise. Et pourtant, ça a des effets très, très impactants, hein. Aujourd'hui, par exemple, pour illustrer, on a un enjeu très fort dans notre branche qui est celui de l'attractivité et de la fidélisation. C'est quelque chose qui nous est beaucoup remonté par vous. Vous avez des difficultés à recruter, des formateurs, mais pas seulement, des difficultés aussi parfois à fidéliser, parfois d'ailleurs à cause des conditions proposées par les pratiques des acheteurs de la formation. Et la branche, par exemple, est en train de s'emparer de ce sujet, parce que la branche et les décisions qui sont prises au sein de la branche peuvent impacter très sérieusement et favoriser en tout cas justement l'attractivité dans le secteur. Alors, je vais laisser la parole à Virginie pour vous présenter l'offre de service. Virginie, ton micro. Voilà, c'est mieux avec le micro. Donc, je vais vous présenter notre offre de service. Comme l'a dit Elodie Salin, le C9DES est associé à Exopé, qui est une organisation professionnelle représentative dans 4 branches de l'économie sociale et solidaire. La branche Éclat, anciennement l'animation, la branche du sport, la branche habitat et logement accompagné et la branche du tourisme social et familial. Cette collaboration, en fait, dans le cadre d'un projet politique partagé dans l'objectif de mutualiser les ressources et l'expertise. Donc, à ce titre-là, je vais vous présenter le panel de nos services. Donc, les adhérents disposent d'une permanence juridique où des questions peuvent être posées à une équipe de juristes, soit par écrit, dans leur espace adhérent, soit par téléphone. J'ai été voir un petit peu les types de questions qui sont posées, les thématiques, pour vous donner un peu un ordre d'idée. Il y a des questions sur les types de contrats de formateurs, sur les temps de préparation, sur les contrats d'apprentissage, les frais de déplacement. Il y a eu des questions sur l'indemnité inflation, des questions sur le Covid et la crise sanitaire et des questions sur Calliope. Donc, c'est juste un petit panel, mais vous voyez que c'est vaste. Il peut y avoir plusieurs types de questions auxquelles on peut vous répondre. Ensuite, nos adhérents aussi bénéficient de partenariats sur mesure. Donc, ça sera vu un petit peu plus loin, Elodie va en parler, mais il y a des partenariats notamment sur RGPD et sur Calliope. Nos adhérents bénéficient également de ressources, donc ressources métiers, ressources juridiques et sociales, par le biais de l'espace adhérent, par le biais d'une newsletter. Voilà, tout un ensemble de documents, d'outillages que vous pouvez retrouver sur l'espace adhérent et dans nos publications. On offre aussi des cycles de formation par le biais d'ADOS, qui est l'organisme de formation d'Exopé, où on propose principalement des formations, alors là, plus accès RH, mais aussi qualité, droit social. Donc voilà les types de formations qu'on peut proposer. On organise aussi des webinaires et des événements régionaux. Donc, une fois par mois, vous avez un webinaire d'actualité juridique réalisé par le responsable du service juridique. Vous pouvez aussi avoir des événements thématiques. Il y en a un prochainement le 7 mars sur la GPEC, donc sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc, c'est un événement auquel nos adhérents peuvent participer. Et des webinaires plus axés métiers, dont Elodie parlera un petit peu plus loin. Ensuite, chaque mois, vous recevez donc des newsletters. Une newsletter,
La première, plus Exopé avec les actualités légales, conventionnelles, RH, et une newsletter plus accès métier qui émane du C9DES. Et je vais laisser la parole à Élodie sur cette newsletter. Oui, 2 fois par mois, nous vous diffusons une newsletter. Elle n'est pas réservée uniquement aux adhérents. Et ce qu'on cherche à faire à travers elle, à diffuser, c'est à la fois les actions qu'on peut mener au niveau politique, mais aussi des témoignages d'adhérents, soit sur des enjeux de RSE, soit sur des enjeux de transformation digitale. Mais on fait aussi témoigner régulièrement des nouveaux adhérents, parce que ça nous semble intéressant justement de partager l'évolution du C9DES et puis partager aussi qui le compose, quoi. Nous avons aussi, il nous a semblé intéressant d'avoir également un volet sur les ressources, la prise de recul, les regards d'experts, et puis enfin, classiquement, on vous propose aussi l'agenda, notamment l'agenda des webinaires. Alors, Virginie parlait des partenariats qualifiés. Effectivement, je crois que ce qui est parfois difficile quand on est organisme de formation, c'est de repérer le bon appui, le bon prestataire qui peut être en appui. Ce qu'on a fait au moment de la loi 2018 et de Calliope, de l'obligation Calliope, c'est qu'on s'est associé à un prestataire, un auditeur, qui nous a accompagnés. Alors, notre choix, il s'est fait sur les critères suivants. La première chose, c'était qu'il soit expert du monde de la formation. La deuxième chose, c'est qu'il y ait un partage de valeurs. L'équipe, par exemple, là, en l'occurrence, l'équipe des auditeurs était systématiquement formée. Et puis, il y avait, a été mis en place par ce prestataire un comité de surveillance, au sein duquel nous étions évidemment partie prenante aux côtés d'autres réseaux qui sont plutôt des réseaux partenaires. Donc voilà comment se fait le choix à un moment donné d'un partenaire. Ensuite, on a construit avec eux, avec Startup Mayotica, une offre de service qui était à la fois une offre de webinaire, d'information sur ce qu'était Calliope. Quand c'est sorti, voilà, il y avait un vrai besoin de sensibilisation pour appropriation. On a organisé des sessions collectives inter-entreprises permettant en fait à des dirigeants ou des responsables qualité au sein d'organismes de formation de partager en étant accompagnés. Et puis bien sûr, la mission, la finalité, c'était les audits en eux-mêmes. Alors, je vous ai mis quelques verbatims parce que je trouvais que c'était intéressant. Sur Calliope, on a souvent eu, je dirais, des retours plutôt positif, c'est-à-dire que finalement, et ça je crois que c'est une vraie capacité qu'ont les organismes de formation, c'est de transformer une contrainte en quelque chose de finalement assez positif. C'est ce que vous avez fait, je crois, en majorité. C'est finalement voilà, de partir effectivement de quelque chose qui pouvait apparaître très contraignant en faisant une opportunité pour travailler avec les équipes, pour diffuser et puis pour structurer vos process. On est en train de faire la même chose sur la RGPD. Là aussi, c'est venu de vous, du besoin exprimé par des adhérents. La RGPD, c'est un sujet qui n'est pas simple. C'est compliqué de savoir quel niveau d'investissement il faut faire selon la taille, selon qu'on est un tout petit organisme ou un très gros. Parce qu'effectivement, on ne va pas mettre les mêmes moyens. Donc, on vient de proposer un webinaire d'information sur le sujet. Et puis, on a constitué avec une prestataire, CL Conseil, une offre. Bien sûr, elle est libre d'accès, elle est négociée pour vous. Donc voilà. Et s'il y a d'autres sujets sur lesquels il vous paraît important qu'on puisse proposer, négocier, repérer des bons prestataires, surtout n'hésitez pas. Virginie l'a évoqué aussi, on organise, aux côtés des webinaires juridiques, des webinaires, je dirais, métiers. Il y a un premier webinaire qu'on a intitulé Remue-ménage. Et là, comme son nom l'indique, l'idée, c'est de faire venir des experts sur des sujets un peu avec la volonté un peu d'aiguiller, titiller, de ne pas être langue de bois, sur des sujets qui nous semblent préoccupants, intéressants en ce moment, qui sont liés quand même à l'actualité. Et puis un deuxième cycle, Transfo Digital, qui venait répondre. Alors, après
après le Covid, hein, mais il y a eu quelques études sur les organismes de formation, et puis vous l'avez probablement vu, probablement noté, une volonté affichée très très forte des institutionnels, de l'État notamment, d'accompagner la transformation de l'offre de formation. Ce qu'on a voulu faire là, c'était à la fois de contrer des préjugés qui nous semblaient malheureusement trop présents, mais aussi de vous outiller, d'outiller les adhérents et au-delà. Et le choix qu'on a fait, donc c'était de rendre justement ces webinaires accessibles à tous, et surtout qu'ils soient animés par des professionnels, donc par vos pairs. Donc tous les webinaires que nous avons faits sur la transfo digitale ont été animés par des professionnels de la formation qui sont passés par là. Et l'idée, c'était qu'ils puissent vous faire un retour de bonnes pratiques sur le sujet. Donc, ils sont tous accessibles en replay sur Vimeo. Et puis, pour avoir les informations concernant leur programmation, vous les avez sur notre site ou dans la newsletter. Donc, aujourd'hui, on a un webinaire chaque premier jeudi du mois, soit remue-ménage, soit transfo digital, excepté celui-ci aujourd'hui qui est un peu hors norme, hors cadre. Alors, je laisse Virginie vous expliquer les principes, les modalités de l'adhésion. Alors, donc, comment adhérer? Donc, qui? Clairement, toutes les structures qui délivrent des formations, organismes de formation, CFA, centres de bilan. Comment adhérer? Donc, tout se passe en ligne sur le site du C9DES. Vous aurez le lien sur le document. Vous pourrez cliquer directement. Vous avez la copie d'écran, donc soit en haut à gauche devenir adhérent, soit en plein milieu adhérer en ligne. Et ensuite, vous arrivez sur un formulaire où on vous demandera un certain nombre d'éléments à remplir, des documents chiffrés, votre BPF. Et ensuite, votre document passera en commission au niveau des instances du C9DES et vous aurez un retour, ce sera validé par la suite. Bien entendu, on se tient à votre disposition s'il y a des questions. L'adresse mail du C9DES, si jamais vous avez besoin, c'est c9des@c9des.org. S'il y avait besoin d'aide pour remplir le formulaire ou d'autres questions, ou même d'autres questions auxquelles on peut répondre tout de suite si besoin. Voilà, pour ce qui est de l'adhésion. En termes de, une chose importante, le barème quand même, il y a une part fixe de 300 € et une part variable de 0,055% du chiffre d'affaires figurant au BPF au-delà d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Vous verrez que sur la deuxième page du bulletin d'adhésion, vous pouvez simuler le coût avant de valider totalement le dossier. Donc, vous pourrez avoir l'ordre de grandeur de l'adhésion sur le site. Voilà. Alors, je ne vois pas beaucoup de questions dans le chat. J'ai envoyé une de Véronique. Un PAC indépendant qui a un seul salarié, peut-il adhérer au C9DES? Si oui, quel serait son intérêt à le faire? Alors oui, vous pouvez adhérer au C9DES. Et comme on l'expliquait, ça vous permet à la fois d'être partie prenante, de participer à un moment donné à la vie d'un syndicat d'employeurs, de porter vos valeurs, ce qu'on expliquait tout à l'heure. On porte un certain nombre de valeurs auprès des institutionnels, on crée des plaidoyers, il y a tout l'enjeu qui est lié au dialogue social. Et puis il y a aussi donc les services que vient d'écrire Virginie. Vous avez une équipe, la plupart des adhérents mobilisent très régulièrement les équipes juridiques. Moi, les retours qui me sont faits, c'est que la réactivité est très, très grande. Il y a une très forte réactivité de leur part. Donc, vous pouvez accéder aussi à tout ce qui est ressources, documents types en ligne. Donc, voilà aujourd'hui les intérêts, y compris quand on est une petite structure. Alors, je vois. Est-il possible d'aménager la part fixe de l'adhésion pour les PAC dont le CA est inférieur à 30 €? Alors, la part fixe, elle est de 300 € pour des CA qui sont inférieurs à 1 million. C'est ce que vient de décrire Virginie. Donc voilà, il nous a semblé que 300 €, c'était un tarif accessible, y compris pour les petites structures. Virginie, tu veux compléter? Oui, non, c'est bien ça.
J'avais vu une question arriver sur les adhérents ont-ils accès à l'intégralité des prestations présentées gratuitement? Alors oui, la majorité, la quasi-totalité des prestations sont gratuites. Vous pouvez poser 1, 2, 3, 10 questions par semaine au service juridique, c'est le même tarif. Il y a juste eu une des prestations dernièrement sur voilà, le partenariat qualifié RGPD, mais qui est un accompagnement sur plusieurs mois avec des outils, de l'outillage qui était payant. Hein. Je ne dis pas de bêtises, Élodie. Oui, dès lors qu'on fait appel, nous, à un prestataire expert pour vous accompagner, hein, que ce soit en formation, les formations qui sont proposées par ADOS, ou un accompagnement, comme c'est le cas dans Calliope, hein, un audit, ou, comme le dit Virginie, un accompagnement à la RGPD. Là, on fait appel à des prestataires, on les a repérés, qualifiés pour vous, on a négocié les tarifs pour vous, mais là, évidemment, ce sont des services qui sont payants quand vous les sollicitez, puisque ce ne sont pas nos équipes en direct qui vous apportent un service, hein, ce sont des prestataires qui sont mobilisés pour cela. Et tout ce qui est du ressort des équipes, du travail au quotidien, ça reste dans le cadre de la cotisation. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va vous... je pensais important, on va vous communiquer le lien de l'adhésion. Ah oui, alors on a de nouveau la question sur les 300. Écoutez, là-dessus, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est ce tarif qui a été décidé par le conseil d'administration. On doit en rediscuter d'ailleurs au conseil d'administration probablement de juin. Donc on verra comment les choses évoluent, mais voilà, aujourd'hui c'est ça. Oui, oui, bien sûr que c'est annuel. Oui, en année civile, on ne l'a pas précisé. Oui, oui, c'est pas mensuel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on peut en déduire que nous étions clairs? Ça a l'air d'être. Bon, écoutez, oui, bien sûr, tout à fait. Perrine Béguineau, oui, oui, tout à fait. On a des adhérents qui appliquent la convention collective et d'autres qui ne l'appliquent pas. Aujourd'hui, on se rend compte, hein, on a de plus en plus d'adhérents d'ailleurs, qui appliquent une autre convention collective qui est liée à comment dire, à leur secteur d'activité, hein, leur secteur d'intervention. Mais les enjeux de la formation, la nécessité de maîtriser l'environnement, hein, je le disais tout à l'heure, hein, qui est confronté à des mutations quand même très importantes. Et quand on parle de maîtrise de cet environnement, c'est autant sous l'angle juridique, hein, on a aujourd'hui des lois qui se succèdent à échéance très régulière, de plus en plus rapprochées, mais aussi la maîtrise de l'environnement dans ses évolutions économiques, les nouveaux entrants par exemple dans le monde de la formation, les nouvelles exigences des commanditaires. Tout à l'heure, j'ai parlé assez rapidement de la transformation digitale par exemple. On est dans un environnement, on ne peut pas, je crois, aujourd'hui être organisme de formation sans le maîtriser, quel que soit le secteur d'activité sur lequel on intervient. C'est devenu extrêmement prégnant, et pour les dirigeants et pour les équipes d'ailleurs. Donc, bien sûr qu'on peut être adhérent en appliquant une autre convention collective. Si notre CA est inférieur à 1 million, l'adhésion est de 300 €. Oui. Oui. Votre accompagnant est donc complémentaire de celui d'Exoplay, ou bien cela ferait-il doublon selon vous? Alors, on a une modalité particulière. Oui, Virginie. alors, je vais rentrer dans les détails. Effectivement, il y a un accompagnement complémentaire. Alors, je ne sais pas si vous parlez d'un accompagnement complémentaire dans le cadre où vous appliquez 2 conventions collectives. Par exemple, vous pouvez très bien appliquer la convention collective des OF et également, par exemple, la convention collective ECLA. On a mis en place un système de contribution complémentaire. Donc, suivant l'activité principale, vous pouvez très bien, par exemple, adhérer à Exopé, appliquer la convention ECLA et prendre une convention complémentaire auprès du CNOFDES pour avoir les informations de la convention collective OF, ou inversement,
être organisme de formation, appliquer la convention collective des OF, mais avoir besoin d'autres conventions collectives. Ça peut être le sport, ça peut être une des 4 conventions collectives dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc le sport, la convention collective ECLA, le HLA, habitation et logement accompagné, et tourisme social et familial. Tout ça, vous pouvez avoir accès à l'ensemble des informations par l'un ou l'autre des syndicats. Après, c'est plutôt en fonction réellement de votre activité principale, on va dire, et du syndicat auquel vous allez adhérer. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Est-ce que c'était bien ça? Et sinon, pour ceux qui appliquent les deux, qui veulent adhérer aux 2 structures, on a une modalité particulière. On pourra bien sûr répondre à vos questions. D'ailleurs, à la fin, on vous a mis tout à la fin du slide le mail, Synodes. Surtout, n'hésitez pas. Alors, il y a une question sur les différences avec la FFP. C'est une question récurrente qui renvoie, selon nous, aux valeurs. Je pense qu'on a une conception, une vision de la formation qui est très différente. Alors, je ne veux pas m'exprimer au nom de la FFP, mais ce qui est porté par la FFP, c'est une vision, très libérale de la formation. Et ce que défend la FFP, c'est la levée, justement, des restrictions pour un marché, pour que la formation soit un marché comme un autre, quoi. Alors que nous portons la nécessité d'une régulation. Pour nous, la formation n'est pas un bien ou un service comme un autre. Je le disais, c'est un service d'intérêt général. Tout à l'heure, je parlais aussi de réconciliation, de la demande sociale, de la demande économique. En tout cas, on appelle très régulièrement, à de la régulation. Tout à l'heure, j'ai cité l'exemple du PIC. Il nous semble, nous, que les régions, en tout cas certaines régions, ont failli et ont en quelque sorte abandonné un certain type de public, et notamment les plus éloignés. Et quand l'État, par le lancement de ces programmes d'investissement en compétences, porte des appels à projets nationaux pour que soient proposés justement des accompagnements spécifiques pour des publics en difficulté, et ben, quand l'État fait ça, pour nous, il assure cette régulation, c'est-à-dire de permettre une équité d'accès à la formation à tous. Quand l'État met en place, quand la loi 2018 porte le CPF, nous sommes évidemment, tout à fait favorables à favoriser l'accès individuel à la formation. En revanche, ce que nous prenons, c'est que les modalités d'accompagnement soient importantes et permettent à tout individu d'y accéder. Pour nous, le CPF, le droit individuel à la formation ne se décrète pas. Il n'est pas accessible à tous. Donc, oui, à condition de proposer un accompagnement de qualité sur tous les territoires à l'ensemble des individus. Donc voilà pour moi ce qui nous différencie très fortement. Dans le dialogue social, pour nous c'est important aussi de co-construire avec les représentations des salariés, de faire avancer ce dialogue social, d'avancer dans les négociations, de proposer des axes de négociation. Et on peut être fier de notre bilan en ce sens, puisqu'il y a, Claire, je crois, presque 22 accords qui ont été signés depuis notre arrivée. Donc, oui, effectivement, merci de me passer le relais sur ce sujet. Effectivement, on peut dire aussi que notre différence, elle se marque dans la façon dont on envisage le dialogue social de branche, parce que notre branche est constituée d'une extrême majorité de très petites entreprises. Et donc, c'est intéressant, en tout cas, ce que nous portons, nous, Synovdes, c'est de dire que c'est intéressant de construire un socle conventionnel qui soit appréhendable par l'ensemble des structures, qui soit sécurisant à la fois pour les employeurs et pour les salariés, et qui soit évidemment au goût du jour, j'ai envie de dire, parce qu'on s'est aperçu aussi que la convention collective avait quelques zones qui n'étaient pas tout à fait d'actualité. Et donc, nous,
au Synodès, on s'attache à construire un dialogue social qui permette, en fait, comme je vous disais, de s'appliquer à l'ensemble des structures de la branche et de constituer un socle conventionnel qui soit aussi social et en conformité avec les valeurs que nous défendons au Synodès. Il y a une question que je trouve très, très intéressante. Quel est le dernier succès que le Synodès a obtenu? Alors, la première chose qui me vient, c'est nous travaillons vraiment très régulièrement avec le Haut Commissariat aux compétences. Vous savez qu'il y a un appel à projet qui va sortir sur les tiers-lieux. Nous avons défendu l'idée que qu'il y avait une vigilance à avoir, c'est-à-dire que les tiers-lieux sont des espaces qui peuvent être très intéressants pour accueillir des publics, pour faciliter, je dirais, la proximité de l'accès à la formation sur les territoires. Donc avec des tiers-lieux qui soient intermédiaires finalement entre les organismes de formation et les publics. Et donc de ce point de vue, ça nous semble intéressant. En revanche, on a appelé à ce qu'il y ait une vigilance sur le fait que les tiers-lieux, à travers ces appels à projets lancés par le Haut Commissariat, vont pouvoir bénéficier de subventions d'équipement, tandis que les organismes de formation, de fait, ne peuvent pas avoir ce type d'appui. Donc, on a vraiment été voir le Haut Commissariat en disant attention, ne créons pas une situation de concurrence. Si les tiers-lieux peuvent recevoir des publics, ils doivent aussi pouvoir recevoir les équipes pédagogiques, c'est-à-dire que les équipements qui vont pouvoir, sur lesquels ils vont pouvoir investir doivent aussi bénéficier aux équipes des organismes de formation, première chose. Et deuxième chose, ils ne peuvent pas être demain le concurrent des organismes de formation. On serait là dans un cadre quand même d'inéquité. Et donc ce qu'on a obtenu, alors on va voir à sa sortie, mais normalement ça a été entendu, c'est que cet appel à projet comporte l'obligation pour les tiers-lieux d'être associés dans les projets qui seront proposés à des organismes de formation sur les territoires. Donc voilà, c'est une illustration. Sinon, une autre, sur le CPF, par exemple, et c'est complètement d'actualité, on avait plaidé, alors dès la négociation de la loi, mais on l'a évidemment renouvelé cet appel au moment où on a été auditionné sur l'évaluation de la loi en novembre 2021. On avait alerté sur le fait que la monétisation du CPF allait probablement engendrer des comportements abusifs, à la fois des fraudes ou des excès d'opérations marketing quand même extrêmement intenses. Donc je pense que vous avez tous vu ça dans la presse. Donc on avait appelé à ce qu'il y ait une interdiction de la publicité sur ce type de dispositif qui, par ailleurs, est quand même financé par des fonds publics. Donc ça, vous voyez, par exemple, on a été entendu, alors malheureusement un peu tard, sur ce sujet. Donc voilà quelques illustrations. Claire aurait beaucoup de choses à dire aussi, évidemment, au sein du dialogue social. Est-ce que tu veux pointer une action en particulier, Claire ? Déjà, rien que effectivement la progression de 8 points, pour le coup, moi, c'est la première à laquelle je pense en matière de progression de représentativité. En 4 ans, on est passé de 18% à 26% de représentativité. Donc ça, c'est quand même, je pense, une belle réussite et une belle consécration. Et on espère ne pas s'arrêter en si bon chemin. Et puis effectivement, en matière de dialogue social, l'accord sur la formation professionnelle qui a été conclu en décembre 2020, je sais que ça fait 3 fois que j'en parle, mais c'est quelque chose qui a été porté par le Synodès depuis le moment où on est arrivé quasiment à la table des négociations. En tout cas, moi, je suis arrivée en septembre 2018, en même temps que la loi. Au Synodès, et dès le début, c'est quelque chose qu'on a porté et qu'on a travaillé avec l'ensemble des organisations syndicales, avec d'autres organisations professionnelles d'employeurs, pour essayer de porter quelque chose qui soit fort, qui soit structurant pour la branche. Alors justement, Claire, il y a une question sur la nouvelle classification des salariés.
Donc, sur la nouvelle classification des salariés, en fait, l'accord a été conclu et signé en 2017, en janvier 2017. Donc, nous, on n'était pas encore autour de la table des négociations. On n'a pas participé à la négociation de cet accord. Néanmoins, quand le Synovdes est entré dans la représentativité, il a adhéré à la convention collective et donc à l'ensemble des textes qui ont été qui composent et qui structurent cette convention collective. Et on s'est évidemment saisi de ce sujet. On a organisé des cycles de présentation de cette nouvelle classification auprès de l'ensemble de nos adhérents, avec l'appui d'ailleurs de nos délégués régionaux sur ce sujet-là. Et puis aujourd'hui, on porte dans le dialogue social un travail à faire sur les rémunérations, puisqu'en général, la classification, ça va avec la rémunération. Là, on a des sujets qu'on continue à porter. Évidemment, une évaluation de ce système de classification et puis un retravail sur ce système pour lequel on a effectivement pas mal de remontées qui sont assez interrogatives. Après, il vient seulement d'entrer complètement en vigueur et donc on va avoir besoin d'avoir un tout petit peu de recul quand même pour pouvoir l'évaluer. Mais c'est un sujet sur lequel on est aussi très attentif. Autre succès qui me vient, on a beaucoup porté ces derniers mois la nécessité de répondre à la main tendue par l'État pour la signature d'un EDEC, un accord de développement des emplois et des compétences. Pour faire très court, l'idée c'est de pouvoir avoir des moyens, des cofinancements de l'État pour accompagner les entreprises de la branche notamment sur ces sur les mutations, alors pas uniquement la transformation digitale, mais donc ça, on a vraiment saisi on s'est emparé du sujet, on l'a porté très fort au niveau des organisations, au sein du paritarisme, quoi, auprès de nos partenaires, et on est en train de travailler sur le sujet, et on espère, on espère avoir rapidement un projet élaboré avec les différentes parties prenantes et puis avec une signature de l'État et pour que vous puissiez avoir plus de moyens qu'actuellement sur les des actions d'ingénierie, des appuis et voire de la professionnalisation. Alors, il y avait aussi une question sur les secteurs. On a un agenda paritaire qui est très chargé, il y a beaucoup de sujets. Claire vient de revenir aussi sur l'enjeu autour de la nouvelle classif. Tout à l'heure, j'évoquais un enjeu très très fort d'attractivité. On doit absolument renforcer l'attractivité de la branche. On est bien conscient qu'il y aurait des choses à faire avec les autres branches professionnelles. Alors, ce qu'on espère lancer, on n'a pas encore l'accord de financement, ce qu'on espère lancer, c'est... alors, je réponds peut-être pas tout à fait directement à la question, mais c'est un travail, une étude sur les mobilités professionnelles. Les mobilités professionnelles de nos salariés, avec un focus sur les formateurs, mais l'étude, elle vise bien l'ensemble des salariés. Finalement, de quel secteur ils viennent, qu'est-ce qui détermine, quels sont les déterminants, à un moment donné, qui font qu'ils viennent dans notre secteur, est-ce qu'ils y restent, s'ils en partent, pourquoi donc on pense que cette étude devrait être très intéressante pour bien comprendre les parcours de nos équipes et peut-être du coup derrière d'ailleurs avoir de la matière pour travailler sur l'attractivité et la fidélisation dans notre branche. Voilà. Travaillez-vous avec les OPCO? Oui, alors l'OPCO de la branche, c'est Acto. On a des liens réguliers avec eux, alors à la fois en section paritaire professionnelle, donc au sein du dialogue social pour décider des règles de prise en charge selon les dispositifs. En gros, on travaille sur la gestion des fonds formation de la branche, mais aussi sur les territoires, justement, les délégués. En ce moment, par exemple, Acto invite nos délégués sur les territoires, d'abord à des bilatérales, justement, pour partager
nos enjeux. Et là, du coup, nous, on porte un certain nombre de sujets. Ça peut passer par la mise en place d'actions collectives, d'interventions auprès des adhérents de la convention collective. Donc oui, on travaille étroitement avec les OPCO. Il y a aussi, sur certains territoires, des contrats d'études prospectives qui ont été négociés avec l'État, Acto, et du coup, nous, hein, les organisations patronales. On a des EDEC régionaux qui ont été signés, donc pour porter des actions, là aussi, hein, d'ingénierie, d'accompagnement des organismes de formation à leur stratégie RH, à leur stratégie digitale, et puis ont été mis en place aussi avec certains territoires des POE, des préparatoires opérationnels à l'emploi, pour faciliter le recrutement de formateurs notamment, mais pas que. Oui, à La Réunion, on a un délégué, Jean-Denis Fontaine. Alors, ce qu'on souhaite faire là, donc normalement, on a eu l'année dernière, on a eu des rencontres régionales, voilà, régulièrement. Alors, avec le Covid, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé par visio, comme dans toutes les organisations. On va relancer cette année des rencontres au niveau régional, en privilégiant, si possible, hein, le présentiel. En tout cas, on a bien noté. N'hésitez pas à revenir vers nous, hein, pour la personne là qui évoque le sujet de la réunion. On pourra vous répondre directement. Alors, la PNI. Claire, je ne sais pas ce que c'est que la PNI. Désolée. Quelqu'un avant, je ne sais pas ce que c'est que la PNI. Bon, il est 10h. Je vous propose qu'on s'arrête là, et surtout, ce n'est pas la fin de l'échange. N'hésitez pas à nous contacter, hein, on est là pour vous répondre, ce sera avec plaisir. Voilà. À très bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir.